Chapitre 38. Le lendemain, l'aube se leva, claire, éclatante et froide. Le ciel dévoila son dôme bleu appliqué sur l'étendue blanche du monde, et l'effet eût été aussi propre et rafraîchissant qu'une publicité de pâte dentifrice s'il n'y avait eu le point rose à l'horizon. Maintenant, on la voit même quand il fait jour. Dit Cohen. C'est quoi? Il regarda fixement Rincevent qui rougit. Pourquoi tout le monde me regarde? Fit-il. Je ne sais pas ce que c'est. Peut-être une comète ou n'importe quoi. On va tous mourir brûlés? Dit Béthane. Comment je le saurai, moi? Je n'ai encore jamais reçu de comète sur la figure. Il chevauchait à la queue leu-leu sur le champ de neige étincelant. Le peuple du cheval, qui semblait tenir Cohen en haute estime, leur avait donné monture et instruction pour rejoindre le fleuve Smarl, où, d'après l'octogénaire, Rincevent et Defleur trouveraient un bateau qui les emmènerait jusqu'à la mer circulaire. Il avait décidé de les accompagner à cause de ses engelures. Béthane avait aussitôt annoncé qu'elle allait les suivre aussi, au cas où Cohen aurait besoin de se faire frictionner quelque part. Rincevent sentait confusément qu'une sorte d'alchimie s'opérait. D'abord, Cohen avait fait l'effort de se peigner la barbe. « Je crois que vous lui faites grosse impression, » dit-il. Cohen soupira. « Si j'avais 20 ans de moins, » répondit-il avec une tristesse rêveuse. « Oui? J'en aurais 67. Quel rapport? Comment dire, quand j'étais jeune, que je me taillais un nom dans le monde, j'aimais les femmes rouges et ardentes. Ah, Et puis, j'ai pris de l'âge et ma préférence est allée vers les blondes à l'œil polichon. ah, oui? Mais j'ai encore pris de l'âge et j'ai trouvé que les femmes brunes et passionnées ne manquaient pas de chelles. » Il marqua un temps. Rincevent attendit. « Et alors? » fit-il. « Ensuite quoi? Qu'est-ce que vous cherchez dans une femme maintenant? » Cohen tourna vers lui un œil bleu unique et chassieux. « La patience, » dit-il. « Je n'arrive pas à le croire, » fit une voix derrière eux. « Me voici en compagnie de Cohen le barbare. » C'était Defleur. Depuis le petit matin, il avait tout du singe qui a trouvé la clé de la bananerie, dès l'instant précis où il avait découvert qu'il respirait le même air que le plus grand héros de tous les temps. « Est-ce qu'il se moquerait des fois ?» dit Cohen à Rincevent. « Non, il est tout le temps comme ça. » Cohen se retourna sur sa selle. Defleur lui adressa un sourire radieux et agita fièrement la main. Cohen reprit sa position et grogna. « Il a des yeux, non ?» Oui, mais il ne marche pas comme ceux de tout le monde. Sans blague, je veux dire, tenez, vous voyez la yourte du peuple du cheval où on était hier soir. Ouais. Vous diriez qu'elle était sombre, crasseuse et qu'elle empestait le canasson, non? Très bonne description, d'après moi. Lui ne serait pas d'accord. Il dirait que c'était une magnifique tente barbare tendue des peaux des grands animaux que chassent les guerriers aux yeux étrécis d'une tribu aux confins de la civilisation, et qu'elle sentait les résines rares et étranges pillées aux caravanes qui s'aventurent sur les steppes vierges de toutes pistes, et j'en passe. Je n'invente rien, ajouta-t-il. C'est un fou? Un genre de fou, mais un fou qui a beaucoup d'argent. Ah, alors, c'est pas un fou. J'ai pas mal roulé ma boche. Ceux qui ont beaucoup d'argent, ce sont des excentriques. Le héros se retourna une fois encore sur sa selle. Defleur racontait à Béthane comment Cohen avait vaincu d'une seule main les guerriers serpents du seigneur mage de Sbélinde et volé le diamant sacré à la statue géante d'Offleur, le dieu crocodile. Un sourire mystérieux plissa davantage la face ridée de l'octogénaire. « Je peux lui dire de se taire si vous voulez, » proposa Rincevent. « Il le ferait ?»« Non, pas vraiment. »« Laisse-le causer, » dit Cohen. Sa main tomba sur la garde de son épée, polie par des décennies d'usage. « En tout cas, ses yeux me plaisent bien. Ils arrivent à voir à 50 ans de distance. » À une centaine de mètres derrière, Barbon, plutôt maladroit dans la neige molle, suivait le bagage. Personne ne lui demandait jamais son avis sur rien.
Chapitre 39. Au soir, ils avaient atteint la limite des hautes plaines et descendaient à travers de sombres pinettes que la tempête de neige n'avait fait que saupoudrer légèrement. C'était un paysage de gigantesques rochers craquelés et de vallées si étroites que les jours n'y duraient que 20 minutes. Une contrée sauvage, balayée par le vent, du genre où l'on s'attend à tomber sur des trolls, fit Cohen en reniflant l'air. Rincevent fouilla des yeux autour de lui dans la lumière rouge du soir. Les rochers qui lui avaient paru parfaitement normaux prenaient soudain des airs tout ce qu'il y avait de vivant. Des zones d'ombre auxquelles il n'aurait accordé qu'un seul regard lui semblaient maintenant horriblement habitées. « Moi, j'aime bien les trolls, » fit De Fleur. « Non, tu ne les aimes pas, » dit Rincevent d'un ton sans réplique. « Impossible. Trop gros, plein de bosses et ils mangent les gens. »« C'est faux, » dit Cohen qui se laissa glisser peu élégamment à bas de son cheval et se massa les genoux. « Une erreur courante, rien d'autre. Les trolls n'ont jamais mangé personne. »« Non. »« Non, ils recrachent toujours les morceaux. Les gens, ils les digèrent pas, tu comprends. Le troll moyen, tout ce qu'il demande à la vie, c'est une bonne portion de granité, avec peut-être une tranche de calcaire pour des chairs. J'ai entendu dire que c'est parce qu'ils sont en chiliche, ou en chilichure. » Cohen marqua une pause, se caressa la barbe. « En caillou, quoi. » Rincevent opina. Les trolls n'étaient pas inconnus à Ankh-Morpork, évidemment, où ils trouvaient souvent des emplois de garde du corps. Ils avaient tendance à revenir chers tant qu'ils n'avaient pas appris à reconnaître une porte et à ne plus sortir des maisons en déambulant au petit bonheur à travers le premier mur venu. Tandis qu'il ramassait du bois pour le feu, Cohen reprit. « Des dents de troll, ça, c'est du costaud. »« Pourquoi donc ?» fit Béthane. « C'est des diamants. Forcément, tu comprends. Il n'y a que ça pour résister aux cailloux. Et il leur en pousse quand même une nouvelle chérie toutes les gens. »« À propos de dents, » commença De Fleur. « Oui. »« Je n'ai pas pu faire autrement que remarquer. »« Oui. »« Oh, rien, » fit De Fleur. « Oui. Ah, allumons ce feu avant qu'on n'ait plus de lumière. Et après... » Cohen fit grise mine. « J'imagine qu'il va falloir faire de la soupe. » « Rincevent sait bien la faire, » dit De Fleur enthousiaste. « Il s'y connaît en herbes racines et tout ça. » Le regard de Cohen en direction de Rincevent disait que lui, Cohen, n'en croyait rien. « Bon, le peuple du cheval nous a donné de la viande de cheval séchée, dit-il. Si tu pouvais nous trouver des joignons sauvages et des gerbes, ça aurait meilleur goût. »« Mais je... » commença Rincevent sans terminer sa phrase. « De toute façon, songea-t-il, je sais à quoi ressemble un oignon. C'est une espèce de truc blanc et renflé avec un bout vert qui dépasse au-dessus. Ça doit être facile à repérer. »« Je vais jeter un coup d'œil alors, » fit-il. « Oui. »« Là-bas, dans le sous-bois touffu et sombre. »« Un très bon coin, sûrement. »« Au milieu de toutes ces racines et de ces machins profonds, vous voulez dire ?»« L'emplacement idéal, à mon avis. »« Ouais, c'est ce que je pensais. » fit Rincevent avec aigreur. Il se mit en route en se demandant comment on attirait les oignons. Après tout, se dit-il, ce n'est pas parce qu'on les voit pendus en chapelet aux étals des marchés qu'ils poussent comme ça. Peut-être que les paysans ou je ne sais qui se servent de chiens oignonniers ou qu'ils chantent des chansons pour les attirer. Les premières étoiles s'étaient levées lorsqu'il se mit à fureter au hasard dans les feuilles et dans l'herbe. Des champignons vénéneux lumineux, désagréablement organiques et à l'allure de conseillère conjugale pour gnome, giclaient sous ses pieds. De petits bitonniaux volants le piquaient. D'autres, heureusement invisibles, se défilaient d'un bond ou d'un glissement sous les buissons d'où il lui lançait des coassements réprobateurs. « Oignons, » chuchota Rincevent. « Où êtes-vous, les oignons ?»« Il y a un carré à côté du vieil if, » fit une voix près de lui. « Ah, » dit le mage. « Bien. » Un long silence suivit, seulement troublé par le bourdonnement des moustiques aux oreilles de Rincevent. Il restait debout, parfaitement immobile. Il n'avait même pas bougé les yeux. Il finit par dire « Excusez-moi. » « Oui. »
Lequel c'est, Leaf? Le petit tordu qui a des aiguilles vert foncé. Ah oui, je le vois. Encore merci. Il resta immobile. À la longue, la voix demanda sur le ton de la conversation. « Je peux faire autre chose pour vous. » Vous n'êtes pas un arbre, hein, fit Rincevent, le regard toujours fixé droit devant lui. « Ne soyez pas ridicule. Les arbres ne parlent pas. » Pardon, mais j'ai eu quelques problèmes avec des arbres ces derniers temps. Vous savez ce que c'est? Pas vraiment. Je suis un rocher. La voix de Rincevent s'altéra à peine. Bien, bien, dit-il lentement. Bon, je vais aller chercher ces oignons alors. Bon appétit. Il marcha devant lui d'un pas prudent et digne, repéra une touffe de choses blanches fibreuses blotties dans le sous-bois, les déterra avec précaution et se retourna. Il y avait un rocher un peu plus loin. Mais les rochers étaient légion dans ces parages où les eaux du disque affleuraient le sol. Il observa attentivement Leaf pour savoir si c'était lui qui avait parlé. Mais Leaf, plutôt solitaire, n'avait jamais entendu le nom de Rincevent le sauveur arboricole. Et de toute façon, il dormait. « Si c'est toi, de Fleur, je t'ai reconnu tout de suite, » dit Rincevent. Sa voix lui parut soudain claire et très isolée dans le jour finissant. Rincevent se rappela le seul détail qu'il connaissait avec certitude sur les trolls. Exposés à la lumière solaire, ils se pétrifiaient, si bien que ceux qui les employaient à des tâches diurnes dépensaient des fortunes en crème protectrice. Mais maintenant qu'il y pensait, nulle part on ne disait ce qui leur arrivait une fois le soleil recouché. La dernière trace de jour s'effaça du paysage. On aurait dit soudain qu'il y avait beaucoup de rochers dans le secteur. Chapitre 40. Il en met du temps avec ces oignons, fit de Fleur. Vous ne croyez pas qu'on devrait aller voir? Les sorciers savent se débrouiller tout seuls, dit Cohen. Te tracache pas. Il tressaillit. Béthane lui coupait les ongles de pied. À vrai dire, il n'est pas terrible comme mage, reprit de Fleur qui se rapprocha du feu. Je ne dirai pas ça devant lui, mais... Il se pencha vers Cohen. Je ne l'ai jamais vraiment vu faire de la magie. Ça va, à l'autre, dit Béthane. C'est bien aimable à toi. Vous auriez de très jolis pieds si vous en preniez soin. J'arrive plus à me courber comme avant, dit Cohen, l'air penaud. Et des pédicures, j'en rencontre pas souvent dans ma profession. Marrant ça. J'ai croisé je ne sais combien de prêtres serpents, de dieux fous, de seigneurs de guerre, mais jamais de pédicure. Je suppose que ça ferait mauvais effet. Cohen aux mains des pédicures. Ou Cohen et les chiropracteurs de la mort, suggéra Béthane. Cohen gloussa. Ou Cohen contre les dentistes maudits, lâcha de Fleur entre deux rires. La bouche de Cohen se referma dans un claquement. Et tu trouves ça drôle? Demanda-t-il d'une voix dure. Ah, fit de Fleur. C'est vos dents, vous voyez. Qu'est-ce qu'elles ont, mes dents? Le coupa Cohen. De Fleur déglutit. J'ai cru remarquer qu'elle n'occupe pas la même position géographique que votre bouche. Cohen le foudroya du regard. Puis il s'affaissa et parut tout petit et très vieux. C'est vrai, bien sûr, murmura-t-il. Je t'en veux pas. C'est dur d'être un héros sans dents. Tu peux perdre n'importe quoi d'autre, c'est pas grave. Même si t'as qu'un œil, tu t'en sors. Mais suffit que t'exhibes une bouche pleine de gencives pour que plus personne te respecte. Moi si, fit la dévouée Béthane. Pourquoi vous n'en avez pas d'autres? Oui, si j'étais un requin ou autre chose, d'accord, je m'en laisserais pousser de nouvelles, répondit Cohen sarcastique. Ah, non, ça s'achète, dit de Fleur. Tenez, je vais vous montrer. Béthane, ça ne vous ferait rien de regarder de l'autre côté. Il attendit qu'elle se soit retournée, puis porta la main à sa bouche. Qu'est-ce que vous en dites? fit-il. Béthane entendit Cohen avaler de travers. Tu peux sortir les tiennes comme ça. Exactement. J'en ai plusieurs yeux. Excusez-moi.
Il y eut un bruit de succion, puis d'une voix plus normale, de Fleur poursuivit. C'est très pratique, évidemment. La voix de Cohen exprimait le respect et la crainte, du moins dans la mesure où le permettait sa bouche édentée, c'est-à-dire autant qu'une bouche dentée, mais avec un rendu beaucoup moins impressionnant. Ça m'étonne pas, dit-il. Quand elles te font mal, tu les enlèves et tu les laisses se dépatouiller entre elles, hein. Ça leur apprend à ces saletés ce que c'est que de souffrir toute seule. Ce n'est pas tout à fait ça, dit prudemment de Fleur. Ce ne sont pas les miennes. Elles m'appartiennent, c'est tout. Tu t'es mis les dents d'un autre dans la bouche? Non, on me les a faites. Des tas de gens emportent là d'où je viens, c'est un... Mais l'exposé de De Fleur sur les appareils dentaires tourna court, car il reçut un coup sur la tête. Chapitre 41. La petite lune du disque effectuait sa traversée laborieuse du ciel. Elle brillait de sa lumière propre, suite aux aménagements astronomiques étriqués et plutôt inefficaces auxquels avait procédé le Créateur, et abritait une foule de déesses lunaires diverses qui, à cet instant précis, n'accordaient guère d'attention à ce qui se passait sur le disque, mais organisaient une pétition contre les géants des glaces. Si elles avaient regardé vers le sol, elles auraient vu Rincevent s'adresser de manière pressante à une bande de rochers. L'espèce troll est l'une des formes de vie les plus anciennes du multivers. Elle date des premières tentatives de mettre en branle un système vivant qui ne devrait rien à tout ce protoplasme mollasse. Les individus trolls ont une très longue existence. Ils hibernent l'été et dorment le jour car la chaleur les affecte et ralentit leurs fonctions. Ils ont une géologie fascinante. On pourrait parler de tribologie, mentionner les effets semi-conducteurs du silicium impur, ou encore évoquer les trolls géants de la préhistoire qui constituent la majeure partie des principales chaînes montagneuses du disque et poseront de vrais problèmes s'il leur prend de se réveiller. Mais une chose est sûre, sans le champ magique puissant et pénétrant du disque, il y a belle lurette que les trolls se seraient éteints. On n'avait pas inventé la psychiatrie sur le disque. Personne n'avait encore fourré de taches d'encre sous le nez de Rincevent pour voir s'il avait une araignée au plafond. La seule manière pour lui de décrire la métamorphose des rochers redevenant trolls aurait été de bredouiller de vagues comparaisons avec les images qui se forment soudain quand on fixe le feu ou les nuages. Jusqu'alors, les rochers lui avaient paru parfaitement ordinaires, et quelques lézardes avaient brusquement pris l'apparence précise de bouches ou d'oreilles en pointe. L'instant suivant, et sans que rien n'ait réellement changé, des trolls se tenaient assis devant le mage et lui souriaient d'une bouche toute endiamantée. « Ils n'arriveraient pas à me digérer, se dit-il. Je les rendrais affreusement malades. » Ce n'était qu'un maigre réconfort. « Comme ça, c'est toi, Rincevent, le mage, » constata le plus proche. On aurait dit une galopade sur du gravier. « Je sais pas, mais je t'aurais cru plus grand. » « Peut-être qu'il s'est un peu érodé, » dit un autre. « La légende est drôlement vieille. » Rincevent se tortilla d'un air gêné. Il était à peu près sûr que le rocher sur lequel il était assis se transformait, tandis qu'un tout petit troll, guère plus gros qu'un caillou, avait familièrement pris place sur son pied et l'observait avec un extrême intérêt. « La légende, dit-il. Quelle légende ? On se l'est transmise de montagne à gravier depuis le crépuscule des temps. » Note de bas de page. Une intéressante métaphore. Pour les trolls nocturnes, bien sûr, l'aube des temps appartient au futur. Dit le premier troll. Lorsque l'étoile rouge embrasera le ciel, Rincevent le mage viendra chercher des oignons. Ne le mordez pas. Il est très important de l'aider à rester en vie. Il y eut une pause. « C'est tout ?» dit Rincevent. « Oui, » dit le troll. « Ça nous a toujours étonnés. La plupart de nos légendes sont autrement captivantes. C'était plus marrant d'être un rocher dans le temps. »« Ah bon ?» fit Rincevent d'une voix faible. « Ah oui, une perpétuelle rigolade, des volcans partout. Ça voulait vraiment dire quelque chose d'être un rocher à l'époque. Toutes ces absurdités sédimentaires n'existaient pas. On était igné ou rien. Évidemment, tout ça c'est du passé. Des tas de gens se prétendent trolls de nos jours.
Et des fois, ils ne valent guère mieux que de l'ardoise, ou même de la craie. J'éviterais de me donner de grands airs si on se servait de moi pour gribouiller, pas toi? Si, S'empressa de répondre Rincevent. absolument, oui, cette légende-là, elle dit que vous ne devez pas me mordre. Parfaitement. Dit le petit troll sur son pied. Et c'est moi qui t'ai dit où trouver les oignons. On est bien content que tu sois venu, dit le premier troll. Le plus grand du coin ne put s'empêcher de remarquer Rincevent. Cette nouvelle étoile nous inquiète un peu. Elle rime à quoi? Je n'en sais rien, dit Rincevent. Tout le monde a l'air de croire que je suis au courant, mais je ne... Ce n'est pas de fondre qui nous gênerait, dit le grand troll. C'est comme ça que tout a commencé, n'importe comment. Mais on s'est dit que ce serait peut-être la fin de tout et ça ne semble pas une très bonne chose. Elle grossit, dit un autre troll. Regarde-la, elle est plus grosse que la nuit dernière. Rincevent regarda. Elle était bel et bien plus grosse que la nuit précédente. Alors, on s'est dit que tu avais peut-être des suggestions, fit le chef des trolls, aussi humblement que le permet une voix ressemblant à un gargarisme granitique. Vous pourriez sauter par-dessus le rebord, dit Rincevent. Il y a sûrement des tas de coins dans l'univers qui auraient besoin de quelques rochers de plus. On a déjà entendu ça, fit le troll. On a parlé à des collègues qui avaient essayé. Ils disent qu'on flotte pendant des millions d'années, puis qu'on chauffe, qu'on se consume, mais qu'on finit au fond d'un grand trou dans le décor, guère brillant. Il se redressa dans un bruit de boulet de charbon dévalant une glissière, puis étira ses bras épais et noueux. Bon, on a pour tâche de t'aider, dit-il. Tu veux qu'on te fasse quelque chose? J'étais censé préparer la soupe, dit Rincevent. Il agita vaguement les oignons. Ce n'était probablement pas le geste le plus héroïque ni résolu qu'on ait jamais effectué. De la soupe, dit le troll. C'est tout. Eh ben, peut-être aussi quelques biscuits. Les trolls s'entre-regardèrent en exhibant assez de joaillerie buccale pour acheter une ville de province. Le plus grand finit par dire « Alors, allons-y pour de la soupe. » Il crissa des épaules. C'est seulement qu'on voyait la légende, disons, un peu plus... Je ne sais pas. J'avais plus ou moins cru... Bah, j'imagine que ça n'a pas d'importance. Il tendit une main comme un régime de bananes fossiles. Je m'appelle Quartz. Là-bas, c'est Chrysoprase, puis Brèche, Jaspe et ma femme Beryl. Elle est un peu métamorphique, mais qui ne l'est pas de nos jours. Jaspe descend de son pied. Rincevent saisit la main avec précaution et se raidit dans l'attente d'un craquement d'eau broyée. Il ne vint pas. La main du troll était rêche et un peu lichénique autour des ongles. « Excusez-moi, » fit Rincevent. Je n'avais encore jamais vraiment rencontré de troll. Notre espèce est en voie de disparition, dit tristement Quartz alors que le groupe se mettait en route à la lumière des étoiles. Le petit Jaspe est le seul caillou de la tribu. On souffre de philosophie, vois-tu. Ah bon? Fit Rincevent qui s'efforçait de ne pas se laisser distancer. La bande de trolls se déplaçait très vite mais sans bruit. Grandes formes rondes qui traversaient la nuit telles des spectres. Seul le cuic écrabouillé d'une créature nocturne qui ne les avait pas entendus venir signalait de temps en temps leur passage. Oh oui, on est victime de ça. On finit tous par y passer. Un soir, paraît-il, on se réveille en se demandant pourquoi s'en faire. Et on arrête de s'en faire. Tu vois ces gros rochers là-bas. Rincevent vit de grosses masses posées dans l'herbe. Celui au bout, c'est ma tante. Je ne sais pas à quoi elle réfléchit, mais elle n'a pas bougé depuis 200 ans. Bah mince, je suis désolée. Oh, ce n'est pas un problème puisqu'on est là pour veiller sur eux, dit Quartz. Pas beaucoup d'humains dans le coin, tu vois. Je sais que ce n'est pas de votre faute, mais vous n'avez pas l'air capable de voir la différence entre un troll doué de raison et un vulgaire rocher. Mon grand-oncle s'est fait carrément tailler, tu sais. C'est terrible. Oui. En un rien de temps, il est passé de l'état de troll à celui de cheminée d'agrément. Ils s'arrêtèrent devant une paroi à l'air familier.
les restes piétinés d'un feu couvé dans l'obscurité. « On dirait qu'il y a eu une bagarre, » fit observer Beryl. « Ils sont tous partis. » s'écria Rincevent. Il courut à l'autre bout de la clairière. « Les chevaux aussi. Même le bagage. » « L'un d'eux a une fuite, » dit Quartz en s'agenouillant. « Ce liquide rouge que vous avez à l'intérieur, regarde. » « Du sang. » »« C'est comme ça que ça s'appelle. Je n'ai jamais vraiment compris à quoi ça servait. » Rincevent, au sans cou, courait en tous sens, regardait derrière les buissons au cas où quelqu'un s'y serait caché. C'est ainsi qu'il trébucha sur une petite bouteille verte. « Le liniment de Cohen, » gémit-il. « Il ne s'en sépare jamais. » « Dis, » reprit Quartz, « il y a un truc que vous faites, vous les humains. Je veux dire, comme nous quand on se ralentit et qu'on attrape la philosophie, mais vous tombez en morceaux. »« Mourir, ça s'appelle, » glapit Rincevent. « C'est ça. Ils ne sont pas morts parce qu'ils ne sont pas ici. » »« Sauf s'ils ont été mangés, » suggéra Jaspe tout excité. « fit Quartz. « Des loups, » fit Rincevent. « On a écrabouillé tous les loups du coin il y a des années, » dit le troll. « Enfin, vieux Pépé les a écrasés. »« Il ne les aimait pas. » ?»« Ce n'est pas ça. Il ne regardait pas où il allait, voilà tout. » Le troll étudia de nouveau le sol. « Des traces, dit-il. Beaucoup de chevaux. » Il leva les yeux vers les collines voisines dont les escarpements à pic et les surplombs périlleux dominaient les forêts au clair de lune. « Vieux Pépé vit là-haut, dit-il tranquillement. » À sa façon d'annoncer ça, Rincevent se dit qu'il ne chercherait jamais à rencontrer vieux Pépé. « Il est dangereux, hein ?» hasarda-t-il. « Il est très vieux, très gros et très méchant. Ça fait des années qu'on ne l'a pas vu, » dit Quartz. « Des siècles, » le corrigea Beryl. « Il va tous les écrabouiller, » ajouta Jaspe qui faisait des bonds sur les orteils de Rincevent. Des fois, il arrive qu'un troll vraiment vieux et gros s'en aille tout seul dans les collines et... le rocher prend le dessus, si tu me comprends. »« Ah bon ?» Quartz soupira. « Les gens se comportent parfois comme des animaux, non ? Alors, de temps en temps, un troll se met à penser comme un rocher. Et les rochers n'aiment pas trop les gens. » Brèche, un troll maigriot et poli comme du grès, donna un petit coup sur l'épaule de Quartz. « On va les suivre alors, » fit-il. « La légende dit qu'on doit aider ce Rincevent tout mou. » Quartz se redressa, réfléchit un instant, puis attrapa le mage par la peau du cou et, d'un grand mouvement rocailleux, se le plaça sur les épaules. « On y va, » dit-il avec fermeté. « Si on rencontre vieux Pépé, j'essaierai d'expliquer. » Chapitre 42. À 3 kilomètres de là, une file de chevaux trottait dans la nuit. 3 d'entre eux portaient des prisonniers, expertement liés et bâillonnés. Un 4e tirait un travois rudimentaire sur lequel gisait le bagage, ligoté, recouvert d'un filet et silencieux. À voix basse, Erena ordonna à la colonne de faire halte avant d'appeler un de ses hommes du geste. « Tu es bien sûr ?» fit-elle. « Je n'entends rien. »« J'ai vu des formes de trolls, » dit-il tout net. Elle regarda autour d'elle. Les arbres se clairsemaient par ici. Il y avait beaucoup d'éboulis, et en avant d'eux, la piste menait à une colline rocheuse et dégarnie qui avait une allure particulièrement déplaisante à la lumière rouge de la nouvelle étoile. Cette piste ne lui disait rien qui vaille. Elle était très ancienne, mais quelque chose l'avait tracée, et les trolls étaient durs à tuer. Elle soupira. Il lui semblait soudain que cette carrière de secrétaire qu'elle avait refusée n'aurait peut-être pas été un si mauvais choix, tout compte fait. Pour la 1e fois, elle se dit que l'état de fine lame présentait beaucoup d'inconvénients. Et ce n'était pas le moindre que les hommes refusent de vous prendre au sérieux jusqu'à ce que vous les ayez proprement embrochés, auquel cas ça n'avait plus guère d'importance. Ensuite, il y avait tout ce cuir qui lui provoquait des éruptions. Mais la tradition avait la vie dure. Et puis, il y avait la bière. C'était bon pour des Roun le barbare ou des Simbar l'assassin de faire ribote toute la nuit dans des boui-boui. Mais Erena s'y refusait tant qu'on n'y servait pas de boisson correcte dans de petits verres, de préférence avec une cerise en prime. Quant aux toilettes,
Elle était trop grande pour faire une voleuse, trop honnête pour faire une criminelle, trop intelligente pour faire une épouse, et trop fière pour embrasser la seule autre profession féminine généralement offerte. Elle était donc devenue femme d'épée, de première force d'ailleurs, et avait amassé un petit pécule qu'elle gérait soigneusement pour un avenir encore mal défini dans sa tête, mais dont elle pouvait déjà dire qu'il lui apporterait un bidet. Il vit au loin des craquements de bois. Les trolls n'avaient jamais vu l'utilité de contourner les arbres. Elle leva une fois encore la tête vers la colline. 2 bras de terre près du sommet s'étendaient à droite et à gauche, surmontés d'un gros affleurement. Elle plissa les yeux vers ces 2 grottes, non? Des grottes de trolls. Mais ça valait peut-être mieux que de tourner en rond à l'aveuglette toute la nuit. Et au lever du soleil, il n'y aurait pas de problème. Elle se pencha vers Gansia, qui commandait la bande de mercenaires de Morpork. Elle n'était pas très satisfaite de son second. C'est vrai qu'il avait les muscles et la résistance d'un bœuf. L'ennui, c'est qu'il semblait aussi en avoir le cerveau. Et le vice du furet. Comme la plupart des gars du centre de Morpork, il aurait allègrement vendu sa grand-mère pour de la colle. Et il l'avait probablement déjà fait. « On va jusqu'aux grottes. On allumera un grand feu à l'entrée, » dit-elle. « Les trolls n'aiment pas le feu. » Il lui lança un regard éloquent. Apparemment, il avait sa propre idée sur qui aurait dû donner les ordres. Mais ses lèvres dirent « C'est vous le patron. » Tout juste. Erena se retourna vers les 3 prisonniers. C'était bien le coffre, pas de doute. Trémont en avait fait une description absolument exacte. Mais aucun des 2 hommes ne ressemblait à un mage, même pas à un mage recalé. Chapitre 43. Oh là là, fit Quartz. Les trolls s'arrêtèrent. La nuit descendait, veloutée. Une chouette ulula, lugubre. Du moins, Rincevent pensa qu'il s'agissait d'une chouette. Ses notions en ornithologie restaient un peu vagues. C'était peut-être le rossignol qui ululait, ou alors la grive. Une chauve-souris voltigea au-dessus de sa tête. De ça, il était à peu près sûr. Il était aussi très fatigué et passablement meurtri. « Pourquoi, oh là là ?» demanda-t-il. Il fouilla des yeux l'obscurité. Il y avait un petit point au loin dans les collines qui pouvait être un feu. « Ah !» dit-il. « Vous n'aimez pas les feux, hein ?» Quartz fit oui de la tête. « Ça nous détruit la supraconductivité du cerveau, » dit-il. « Mais un feu aussi petit n'aurait pas beaucoup d'effet sur vieux Pépé. » Rincevent regarda prudemment autour de lui, à l'écoute d'un troll solitaire. Il avait vu ce que des trolls ordinaires faisaient à une forêt. Ils n'étaient pas destructeurs par nature. Ils considéraient tout bonnement les matières organiques comme une sorte de brouillard gênant. « Espérons qu'il ne le trouve pas alors, » dit-il avec ferveur. Quartz soupira. « Faut pas trop compter là-dessus. C'est dans sa bouche qu'ils l'ont allumé. » Chapitre 44. « Ça m'apprendra, » gémit Cohen. Il tira vainement sur ses liens. De Fleur le fixa d'un œil vitreux. La fronde de Gansia lui avait laissé une belle bosse à l'arrière du crâne, et il n'était plus très sûr de rien, à commencer par son nom et ainsi de suite. « J'aurais dû rester au jaguet, » reprit Cohen. « J'aurais dû faire attention et pas me laisser distraire par toute cette discussion sur tes machins, là, tes dentiers. Je me ramollis. » Il se redressa sur les coudes. Erena et le reste de la bande se tenaient debout autour du feu à l'entrée de la grotte. Dans un coin, le bagage était immobile et silencieux sous son filet. « Il y a quelque chose de drôle dans cette grotte, » dit Bethane. « Quoi donc ?» fit Cohen. « Là, regardez, vous en avez déjà vu des rochers comme ça ?» Cohen dut admettre que le demi-cercle de pierre à l'entrée de la caverne était inhabituel. Chacune était plus grande qu'un homme, très usée et bizarrement luisante. Il y avait le même demi-cercle au plafond. L'ensemble donnait l'impression d'un ordinateur de pierre conçu par un druide qui n'aurait eu qu'une vague notion de la géométrie et aucun sens de la gravité. Regardez aussi les parois. Cohen étudia du coin de l'œil la paroi près de lui. Des veines de cristal rouge la parcouraient. Il n'en était pas certain,
mais il lui semblait voir des petits points lumineux clignoter en permanence au cœur de la roche. Il y avait aussi beaucoup de courants d'air. Un vent constant sortait des profondeurs obscures de la grotte. « Je suis sûre que ça a soufflé dans l'autre sens quand on est arrivé, » chuchota Bethane. « Vous n'avez pas l'impression de fleurs ?»« Ma foi, je ne suis pas un spécialiste des grottes, dit-il. Mais j'étais en train de penser, c'est une très intéressante stalacose qui pend au plafond là-haut. Une sorte de bulbe, non ? Ils la regardèrent. Je ne saurais dire pourquoi, reprit de Fleur. Mais je crois que ce serait peut-être une bonne idée de sortir d'ici. Oh oui, fit Cohen avec ironie. Je suppose qu'il suffit de demander à ces gens de nous détacher et de nous laisser partir, hein ? Cohen n'avait pas passé beaucoup de temps en compagnie de Fleur. Sinon, il n'aurait pas été surpris lorsque le petit homme hocha la tête d'un air radieux et lança, de la voix forte et posée qu'il employait pour pallier sa méconnaissance des langues. « Excusez-moi, pourriez-vous s'il vous plaît nous détacher et nous laisser partir ? Il y a beaucoup d'humidité et de courant d'air ici. Désolée. » Bethane jeta un regard de côté à Cohen. C'est ça qu'il devait dire ? C'est nouveau, je t'assure. 3 de leurs ravisseurs abandonnèrent le groupe autour du feu pour se diriger vers eux. Ils n'avaient pas l'air de vouloir détacher qui que ce soit. Les 2 hommes, à vrai dire, étaient du genre, quand ils tombaient sur des prisonniers ligotés, à jouer avec leurs couteaux, à faire des suggestions salaces et à lancer des regards mauvais dans tous les coins. Erena se présenta en dégainant son épée qu'elle pointa sur le cœur de Fleur. « Lequel de vous est Rincevent le mage ?» demanda-t-elle. Il y avait 4 chevaux. Il est ici. Je ne sais pas où il est, répondit de Fleur. Il cherchait des oignons. Alors, vous êtes ses amis et il va venir à votre recherche, dit Erena. Elle jeta un coup d'œil à Cohen et Bethane puis étudia de près le bagage. Trimon avait bien insisté qu'il ne devait pas toucher au bagage. La curiosité avait peut-être tué le chat trop indiscret, mais celle d'Erena aurait exterminé une troupe entière de lions. Elle éventra le filet et saisit le couvercle du coffre. De Fleur grimaça. « Fermé, finit-elle par dire. Où est la clé, toi, le gros ? Il n'a pas de clé, dit de Fleur. Il y a une serrure, fit-elle remarquer. Bah oui, mais s'il veut rester fermé, il reste fermé, répliqua de Fleur mal à l'aise. Erena devinait le grand sourire de Gansia. Elle grogna. Je le veux ouvert, dit-elle. Gansia, tu t'en occupes. Elle repartit à grands pas vers le feu. Gansia dégaina un long couteau effilé et se baissa tout près du visage de Fleur. Elle le veut ouvert, dit-il. Il leva la tête vers l'autre homme et sourit. Elle le veut ouvert, Wims. Ouais. Gansia promena lentement son couteau sous le nez de Fleur. Écoutez, dit de Fleur d'un ton patient. Je ne crois pas que vous comprenez. Personne ne peut ouvrir le bagage si ça lui dit de rester fermé. Ah oui, j'avais oublié, fit Gansia l'air songeur. Évidemment, c'est un coffre magique, pas vrai, avec des petites pattes à ce qu'il paraît. Dis donc, Wims, il y a des pattes de ton côté, non ? Son couteau menaça la gorge de Fleur. Ça me contrarie beaucoup, fit-il. Wims aussi. Il ne dit pas grand-chose, mais ce qu'il fait, lui, c'est découper les gens en morceaux. Alors, ouvre le coffre. Il se retourna et flanqua un coup de pied sur le flanc du bagage, laissant une vilaine entaille dans le bois. On entendit un tout petit déclic. Gansia sourit. Le couvercle se souleva lentement, lourdement. La lumière du feu au loin fit miroiter de l'or, des tas d'or. Assiettes, chaînes et pièces de monnaie, bien lourdes, qui luisaient dans l'ombre tremblotante. « C'est ça », fit doucement Gansia. Il se retourna vers les hommes indifférents autour du feu qui avaient l'air de crier sur quelqu'un à l'extérieur de la grotte. Puis il regarda Wims d'un air songeur. Ses lèvres remuèrent silencieusement sous l'effort inhabituel du calcul mental. Il baissa les yeux sur son couteau. C'est alors que le sol bougea. Chapitre 45. J'ai entendu quelqu'un,
dit l'un des hommes. Là, en bas, au milieu des rochers. La voix de Rincevent monta de l'obscurité. Dites, Fit-il. quoi? Répondit Erena. Vous êtes en grand danger. Brailla Rincevent. Il faut éteindre le feu. Non, non, fit Erena. Vous vous trompez. C'est vous qui êtes en grand danger. Et le feu reste allumé. Il y a un gros et vieux troll. Tout le monde sait que les trolls évitent le feu, répliqua Erena. Elle fit un signe de tête. 2 hommes tirèrent l'épée et se glissèrent dehors dans les ténèbres. Tout à fait exact, Cria Rincevent désespérément. Seulement, ce troll-là, il ne peut pas, voyez-vous. Il ne peut pas. Erena hésita. Un peu de la terreur dans la voix de Rincevent déteignait sur elle. Oui, parce que, vous voyez, vous l'avez allumé sur sa langue. C'est alors que le sol bougea. Chapitre 46. Vieux Pépé s'éveilla très lentement de son sommeil séculaire. Il faillit ne pas s'éveiller du tout. Quelques décennies plus tard, rien de tout ceci ne serait arrivé. Quand un troll vieillit et entreprend de réfléchir sérieusement à l'univers, il trouve en général un coin tranquille où il s'attelle pour de bon à la philosophie et, au bout d'un moment, en vient à oublier ses extrémités physiques. Il commence à se cristalliser sur les bords jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien d'autre qu'un tout petit tremblotement de vie à l'intérieur d'une grosse colline aux couches minérales insolites. Vieux Pépé n'en était pas encore là. Il sortit d'une méditation qui le conduisait sur une ligne de recherche prometteuse quant au sens de la vérité et découvrit un goût de cendre brûlante dans ce qu'après un certain temps de réflexion, il se rappela être sa bouche. La colère le gagna. Des ordres filèrent le long de tubes neuraux de silicium impur. Au fond de son corps silicieux, des quartiers de roc glissèrent en douceur selon certaines lignes de fracture. Les arbres s'abattirent, le gazon se crevassa tandis que des doigts gros comme des navires se dépliaient et agrippaient le sol. En haut de sa face abrupte, 2 gigantesques volées de pierre se relevèrent sur les grandes opales encroûtées des yeux. Rincevent ne distinguait rien de tout ça, bien sûr, car ses propres yeux n'avaient été conçus que pour la lumière du jour. Mais il vit le paysage sombre lentement se secouer, puis entreprendre, chose invraisemblable, de se dresser sur le fond d'étoiles. Chapitre 47. Le soleil se leva, mais pas le jour. Ce qui se passa, c'est que la fameuse lumière solaire du disque, laquelle, répétons-le, franchit très lentement le puissant champ magique, se répandit doucement sur les contrées proches du bord et engagea sa molle et silencieuse bataille contre les années en retraite de la nuit. Elle se déversa comme de l'or fondu. Note de bas de page ? Pas exactement, évidemment. Les arbres ne s'embrasèrent pas, les gens ne devinrent pas brusquement extrêmement riches et très morts, et les mers ne se vaporisèrent pas d'un coup. Ce serait une meilleure comparaison que d'écrire « pas » comme de l'or fondu. Sur le paysage endormi, limpide, éclatante et, surtout, nonchalante. Chapitre 48. Erena n'hésita pas. Avec une grande présence d'esprit, elle courut au bord de la lèvre inférieure de Vieux Pépé, sauta et se reçut au sol par un roulé-boulé. Les hommes la suivirent et jurèrent en atterrissant parmi les roches détritiques. Comme un obèse qui s'est serré à des pompes, le vieux troll se souleva. D'où il gisait, les prisonniers ne s'en rendaient pas compte. Tout ce qu'ils savaient, c'est que le sol n'arrêtait pas de tanguer par en dessous et qu'ils entendaient beaucoup de bruit, la plupart du temps désagréable. Wims saisit Gansia par le bras. « C'est un tremblement des terres, dit-il. Sortons d'ici. » « Passons l'or, dit Gansia. Quoi ? L'or. Ouais, on pourrait être aussi riche que Créosote. Wims avait peut-être un QI du niveau de la température ambiante, mais il savait reconnaître l'idiotie quand il la voyait. Les yeux de Gansia luisaient davantage que l'or et ils avaient l'air de fixer son oreille gauche. Wims regarda désespérément le bagage. Il était resté ouvert, comme une invite, ce qui était bizarre. On se serait attendu à ce que les secousses fassent retomber le couvercle. On n'arriverait pas à le porter, objecta-t-il.
C'est trop lourd. Merde, on va toujours bien en emporter un peu, gueula Gancia. Et il bondit en direction du coffre au moment où le sol subissait une nouvelle secousse. Le couvercle s'abattit dans un claquement. Gancia disparut. Et juste au cas où Wims aurait cru à un accident, le couvercle du bagage se rouvrit l'espace d'une seconde et une grande langue rouge comme de l'acajou passa sur de larges dents blanches comme du sycomore. Puis il se referma à la volée. Pour ajouter encore à l'horreur de Wims, des centaines de petites jambes jaillirent de sous le coffre. Il se souleva posément et, mettant de l'ordre dans ses membres, se tourna dans un frottement de pieds pour lui faire face. Son trou de serrure avait un air particulièrement malveillant, du genre à dire « Allons, fais-moi plaisir ». Wims recula et jeta un regard implorant à Deux Fleurs. « Je pense que ce serait une bonne idée de nous détacher », suggéra le touriste. « Il est très affectueux quand il connaît. » En se léchant nerveusement les lèvres, Wims tira son couteau. Le bagage émit un craquement d'avertissement. Il tailla dans leur lien et se releva vite. « Merci », dit Deux Fleurs. « Je crois que mon dos remécha », se plaignit Cohen tandis que Béthane l'aidait à se relever. « Qu'est-ce qu'on en fait de cet homme-là » demanda Béthane. « On lui prend son couteau et on lui dit de tailler, » dit Cohen. « D'accord ?»« Ah oui, monsieur, merci, monsieur » s'écria Wims qui fonça vers l'entrée de la caverne. Un instant, il se découpa sur le gris du ciel annonciateur de l'aube, puis il disparut. Un cri s'éleva au loin. « Arg !» Chapitre 49. La lumière du soleil déferlait sur le pays dans un rugissement silencieux. De temps en temps, là où le champ magique était légèrement plus faible, des langues de matin pointaient en avance sur le jour et isolaient des îlots de nuit qui se rétrécissaient avant de disparaître sous l'avancée de l'océan radieux. Les hauts plateaux autour des plaines du vortex se dressaient devant le flux de lumière comme un grand navire gris. Chapitre 50. Il est possible de poignarder un troll, mais la technique requiert de la pratique, et personne n'a jamais eu l'occasion de pratiquer plus d'une fois. Les hommes d'Erena virent les trolls émerger de l'obscurité, tels des fantômes matériels. Les lames volèrent en éclats au contact des pots de silice. Il y eut un ou deux glapissements brefs, écrasés, puis rien d'autre que les cris, loin dans la forêt, des survivants qui mettaient le plus de distance possible entre eux et la terre vengeresse. Rincevant sortit en rampant de derrière un arbre et jeta un regard circulaire. Il était seul, mais les fourrés dans son dos bruissaient de la course dévastatrice des trolls à la poursuite de la bande. Il leva la tête. Loin au-dessus, deux yeux cristallins se fixèrent sur lui, emplis de haine pour tout ce qui était mou, spongieux et surtout chaud. Rincevant horrifié s'aplatit contre terre quand une main de la taille d'une maison se dressa, ferma le poing et s'abattit dans sa direction. Le jour vint dans une explosion silencieuse de lumière. L'espace d'un instant, l'immense et terrible masse de vieux pépé fut un brise-lames d'ombre lorsque la lumière se déversa sur elle. Il y eut un bref crissement. Puis le silence. Plusieurs minutes s'écoulèrent. Il ne se passait rien. Quelques oiseaux se mirent à chanter. Un bourdon vrombit au-dessus du rocher qu'était le point de vieux pépé et se posa sur un carré de thym qui avait poussé sous un ongle de pierre. Il y eut du remue-ménage par-dessous. Rincevant s'extirpa maladroitement de l'espace étroit entre le point et le sol comme un serpent sortant d'un terrier. Il s'allongea sur le dos et contempla le ciel au-delà de la masse pétrifiée du troll. Mis à part son immobilité, le troll restait le même, mais la vision de Rincevant commençait déjà à lui jouer des tours. Au cours de la nuit, le mage avait observé des lézardes dans la pierre et les avait vus devenir des yeux et des bouches. Maintenant, il considérait le grand visage abrupt et voyait ses traits devenir, comme par magie, de simples défauts de la roche. « Oula !» fit-il, ce qui ne l'avança pas à grand-chose. Il se mit debout, s'épousseta et regarda autour de lui. En dehors du bourdon, il était tout seul. Après avoir fureté un petit moment, il découvrit un rocher qui, par certains côtés, ressemblait à Béryl. Il était perdu, seul, loin de chez lui. Il
Il entendit un craquement au-dessus de lui. Des bris de pierre giclèrent et s'enfoncèrent dans la terre. Tout en haut, un trou s'ouvrit dans le visage de vieux Pépé. L'espace d'un instant apparut le postérieur du bagage qui s'efforçait de retrouver son équilibre, puis la tête de deux fleurs sortit de la cavité buccale. « Il y a quelqu'un en bas, dites. » « Hé !» cria le mage. « Je suis si content de te voir. »« Je ne sais pas, moi. Tu l'es ?» fit deux fleurs. « Je suis quoi ?»« Ça alors, on a une vue splendide d'ici.